Bonjour et bienvenue dans Sens Public. Nous sommes le jeudi 17 octobre et nous sommes ensemble pour 1h30 de débat et de décryptage. Au sommaire de ce numéro, l'Europe qui durcit encore le ton sur l'immigration. 5 mois seulement après l'adoption d'un pacte asile et migration qui n'est même pas encore entré en vigueur, eh bien les 27 se réunissaient aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de quoi ? Eh bien de politique migratoire, avec une obsession toujours plus de fermeté. Faut-il par exemple externaliser le traitement des demandes d'asile dans des pays tiers ? Comment reconduire les demandeurs déboutés à la frontière ? Nous ferons le point avec nos experts. Dans la seconde partie de cette émission, nous ferons le point sur la campagne présidentielle américaine avec une Kamala Harris qui patine, un Donald Trump en roue libre. Écoutez par exemple l'ancien président des États-Unis donner sa version de l'assaut du Capitole. Ce qui s'est passé à Washington ce jour-là, ce sont des centaines de milliers de personnes, le plus grand groupe de personnes devant lequel je n'ai jamais pris la parole. Et pourtant, je prends souvent la parole devant des foules. C'était l'amour et la paix. Qu'est-ce qui va se jouer dans la dernière ligne droite ? Quels électeurs peuvent encore basculer ? Nous en débattrons avec mes invités. Mais tout de suite, place à notre premier débat avec cette réunion du Conseil européen aujourd'hui à Bruxelles. Plusieurs gouvernements proposent déjà de durcir la politique migratoire et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a semblé leur donner raison dans une lettre, comme nous le raconte Marion Delpech. La question migratoire revient au premier plan. Sur les 27 États membres réunis en sommet à Bruxelles, 15 d'entre eux, dont la France et l'Allemagne, réclament un durcissement des règles, 5 mois après l'adoption du pacte sur l'immigration. Il existe de fortes inquiétudes. De nombreux pays considèrent que la nouvelle réglementation doit être présentée par la Commission. Il y a aussi l'inquiétude quant à l'onde de choc que le conflit au Moyen-Orient peut envoyer à l'Europe. Imaginez des centaines de milliers de personnes quittant leur maison. Reprise des contrôles aux frontières en Allemagne, remise en question du droit d'asile en Pologne ou encore politique zéro réfugié au Danemark. Derrière ce virage répressif, les principaux leaders politiques du groupe parlementaire d'extrême droite, Patriotes pour l'Europe, troisième force du Parlement européen. Nous sommes de plus en plus forts et les citoyens en ont assez des politiques d'asile et d'immigration qu'ils ont connues jusqu'à présent dans leur propre pays. J'espère et je suis sûr que les choses vont changer dans les prochaines années, voire plus tôt, et c'est une très bonne chose. Quand l'Allemagne commence à maîtriser ses frontières, à rétablir des contrôles, quand les pays du Nord commencent à dire stop, c'est que ils ont entendu ce que nous disons depuis des années. Ce qui est malheureux, c'est qu'on en arrive à cette situation-là pour que cette prise de conscience se fasse. Alors que la présidente de la Commission européenne plaide pour des mesures innovantes, la politique de la première ministre italienne visant à transférer les demandeurs d'asile vers des centres d'accueil en dehors de l'Europe est aujourd'hui montrée en exemple. Face à ce nouveau tour de vis, le Premier ministre espagnol est l'un des rares à faire de la résistance. Immigration, pourquoi l'Europe veut encore serrer la vis ? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Rachel Binas. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service Société à Marianne, spécialiste des questions d'immigration, et vous venez de publier un livre, Victimes françaises du Hamas, aux éditions de l'Observatoire. J'accueille avec côté Francis Brochet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes au sein du groupe EBRA, qui compose tout un nombre de titres de la presse quotidienne régionale. Et puis, enfin, Magali Lafourcade, bonsoir. Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et puis, bien sûr, Sophie de Ravinel, notre éditorialiste, qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Alors, on va parler des pistes de réforme possibles, on va les prendre une par une. Mais d'abord, pour commencer un peu ce débat, je vais commencer avec vous, Francis Brochet. Est-ce que l'immigration est devenue une obsession européenne ? C'est une obsession des États qui composent l'Union européenne, à la suite en particulier d'élections qui semblent porter au pouvoir à chaque fois des partis qui font de l'immigration le thème principal. On l'a vu encore récemment en Allemagne aux élections régionales, on l'a vu en Autriche, où un parti d'extrême droite est arrivé en tête, c'est une première. Donc oui, c'est une obsession des partis politiques des États qui composent l'Union européenne. Et le thème monte depuis des années, il monte en particulier sous l'impulsion de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italiens, qui vient d'un parti, disons,
post-fascistes, on ne sait plus comment les appeler, et bien sûr Viktor Orban. Simplement, la nouveauté... le Premier ministre de la Hongrie, tout à fait. La nouveauté, c'est qu'un grand nombre de pays se joignent à cette évolution. Qui a remis le sujet sur la table, Rachel Binas? Les peuples ou leurs gouvernants? Alors, si on suit ce qui vient d'être dit, et si on considère que les partis politiques sont préoccupés ou obsédés par les considérations des citoyens, on peut penser en effet que ça répondait aussi à une espèce de vide. Dans bien des pays, la question migratoire a été en tout cas longtemps, et peut-être l'est encore en France en partie, une espèce de tabou, de totem dont personne n'ose réellement s'emparer. Vous avez l'impression dans le paysage politique qu'on n'en parle pas beaucoup, que c'est un tabou? Dans certains mouvements, dans certains courants politiques, bien sûr. Il faut dire lesquels, Rachel Binas? Plutôt à gauche. Plutôt à gauche, on a des difficultés à se saisir des sujets. Je dirais même que c'est plutôt à gauche dans des pays, je fais une généralité, mais de tradition catholique. Il y a un pragmatisme que l'on retrouve notamment dans les pays d'Europe du Nord, au sein même de ces gauches, on pourrait parler du Danemark, etc., où on se saisit avec, peut-être de manière assez froide, de ces questions-là. Dans les pays de tradition protestants en Europe du Nord. Exactement, c'est pour ça que je parle des catholiques face aux protestants. Oui. Oui. Exactement, c'est mon analyse. Ouais. Et dans ces pays-là, en effet, il y a une espèce peut-être de froideur, diraient certains, mais de pragmatisme très fort. On considère, et c'est pas que le cas du Danemark, la Belgique, l'Allemagne aussi, à un moment a tiré la sonnette d'alarme en disant nos capacités d'accueil ne nous permettent pas d'intégrer les populations qui viennent. Il faut donc qu'on se saisisse de ce sujet-là. Et puis les chiffres, alors je vais pas vous noyer sous les chiffres, mais on est à 3,7 millions en 2023 de nouveaux titres de séjour à l'échelle européenne. On est à plus d'1 million de demandeurs d'asile. C'est des niveaux équivalents à 2016 qui était l'année un petit peu record en matière de poussée migratoire. Mais on en parlera aussi, le nombre de migrants clandestins a diminué de près de 39% depuis le début de l'année 2024. Magali Lafourcade, on a connu une forme de pensée unique en matière d'économie dans l'Union européenne dès les années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz qu'il y a une forme de pensée unique en matière d'immigration? Non, par contre, ce que j'observe, c'est que nous avons un discours qui est assez hystérisé autour de ces questions migratoires, où on confond tout, la migration légale, la migration illégale, où on n'arrive plus à cadrer les choses autrement que par le biais des peurs, des amalgames, migration égale délinquance, où on se saisit tous les faits divers pour pouvoir s'opposer à un discours qui serait rationnel, construit, et on ne sait plus parler d'immigration par ses avantages. On est en train de pousser l'Europe dans l'idée d'un repli sur soi, on va vieillir ensemble, alors que qui pourrait oser vraiment, dans un discours de vérité, nier que, par exemple, les étudiants étrangers, donc immigration légale d'étudiants, participent au rayonnement de la France, que les travailleurs étrangers, on en a énormément besoin, qu'il y a un appel des patrons en ce sens, et donc on ne sait plus parler autrement que par ces amalgames et ce discours qui est d'opposition d'une élite supposément laxiste à un peuple déclassé qui aurait peur de voir son identité culturelle diluée. Donc je crois qu'il faut remettre de la rationalité. La migration, c'est un mouvement qui est essentiellement sud-sud. On est face à un mouvement durable, vu les désordres du monde, qui est extrêmement technique, complexe. Si on aborde la question des pays tiers sûrs, c'est très technique, et qui est surtout large. Donc il faut arriver, qui est global. Il faut qu'on puisse arriver à poser des questions de gouvernance, plus que d'être dans un discours populiste qui risque d'être un vrai piège. Je pense à l'Allemagne. Vous avez tout à fait raison. C'est un gouvernement de coalition de gauche qui a fermé les frontières au titre des accords de Schengen. Alors, rappelle, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a décidé début septembre de remettre des contrôles dans ses frontières intérieures. Et il l'a fait, j'y fais juste allusion, après notamment un fait divers qui a marqué l'Allemagne, un fait divers, une attaque terroriste qui a fait 3 morts et plusieurs blessés, et perpétrée par un Syrien qui avait été débouté du droit d'asile et qui était resté sur le territoire. Comment pourra-t-il rouvrir les frontières, puisqu'il a fermé, donc c'est tous les 6 mois, il peut reconduire ça tous les 6 mois, c'est prévu dans les accords de Schengen, mais il l'a fait sur des motifs de sécurité. Mais la France l'avait fait aussi en 2015. Oui, mais comment pourra-t-il un jour dire qu'il n'y a plus de risque
de sécurité, alors que personne n'est jamais à l'abri du risque zéro, des faits divers absolument tragiques, comme celui qui s'est passé en Allemagne ou récemment en France. Voilà, en France, on fait allusion au meurtre de Philippine, l'étudiante qui est donc suspect, enfin le suspect du meurtre est un Marocain sous OQTF qui est aujourd'hui d'ailleurs en fuite, qui a été arrêté en Suisse et qui conteste son extradition vers la France. Sophie, oui, vous vouliez dire quelque chose? Eh bien, je me posais la question de savoir si finalement on n'était pas face à cette espèce de dialogue impossible entre celui comme un peu identique à celui qu'il y a eu entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron. Parce qu'on se souvient les mots très durs de Bruno Retailleau sur l'immigration et la réponse d'Emmanuel Macron qui était assez... Vous faites allusion à l'immigration n'est pas une chance, qu'avait dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Voilà. Et Emmanuel Macron lui a répondu... en disant, mais évidemment, en France, on a eu tellement de progrès scientifiques avec Marie Curie, il avait évoqué aussi... Et j'avais l'impression que là, on était dans une posture de part et d'autre et que finalement, c'était deux visions de l'immigration, parce que de quoi s'agit-il? En fait, de la part de Bruno Retailleau, c'est une question de l'immigration choisie. Vous parliez des étudiants, mais voilà, c'est la question de l'immigration choisie. Peut-être aussi que poser la question en termes de chance ou de malchance n'est pas judicieux. C'est un fait de société. L'immigration, ça existe depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il n'y a ni une chance ni une malchance, c'est un fait. Je ne poserai pas en termes de chance ou de malchance, mais pour aller poursuivre votre propos, oui, Emmanuel Macron a dit cela, mais il n'est pas allé au bout de son idée. C'est-à-dire qu'on se souvient que la loi immigration qui a été votée en janvier dernier, à l'origine, se voulait équilibrer entre une démarche de fermeture, de fermeté, et puis une démarche d'ouverture à une immigration économique. Absolument. Il y avait M. Dussopt, donc ministre du Travail, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur. M. Dussopt a disparu assez rapidement. Oui. Et on a eu une loi qui finalement n'était qu'une loi de fermeture, peut-être justifiée, je ne me prononce pas là-dessus. Elle était vendue, il fallait être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, une forme de binarité. Et la France aujourd'hui en Europe est seule à vouloir gommer cet aspect des choses. C'est-à-dire que M. Scholz, dans le même temps où il ferme ses frontières, va en Ouzbékistan, au Kenya, chercher des travailleurs étrangers. Madame Meloni, qui est le parangon de la fermeture des frontières, dans le même temps, prend des décrets pour faire venir 450 000 travailleurs étrangers. Parce qu'il y a un problème démographique. Et la France est le seul pays qui dit non, on ne parlera pas de cela. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a chez les gouvernants un discours assez ambivalent, au fond, où on est assez pragmatique quand on parle d'économie et donc d'immigration choisie. En revanche, quand il s'agit de demande d'asile ou d'une immigration qui serait subie, pour reprendre les termes de ses contempteurs, à ce moment-là, le discours change. Juste pour reprendre ce que vous disiez, puisque vous disiez au fond, les scores électoraux élevés de partis d'extrême droite, que ce soit en Autriche avec le FPO, que ce soit en Allemagne avec l'AfD, que ce soit en France avec le Rassemblement national, ont poussé aussi dans les différents pays les gouvernements à réagir. Est-ce que vous diriez, Rachel Binas, que les solutions proposées par ces partis d'extrême droite en matière d'immigration ont du coup gagné mécaniquement du terrain ? Et qu'aujourd'hui, ce qui était repoussé il y a encore 5 ans, il y a encore parfois 2-3 ans, et aujourd'hui on en discute librement, par exemple comme au Conseil européen. Alors, je dirais l'idée de ces solutions. Ensuite, est-ce que ce sont réellement des solutions? Je mettrai quand même des guillemets. Je sors de l'affect, est-ce que c'est une chance, pas une chance, est-ce qu'on est trop dur? Mais il y a même la faisabilité et l'efficacité. Quand on parle, pourquoi pas, de cet accord expliquant que nous allons, en tout cas quand on est Mélanie, envoyer en Albanie un certain nombre de demandeurs d'asile, apparemment. Alors, dans des zones, en fait, albanaises. On va y venir, et qui sont sous autorité italienne. C'est des zones, en fait, c'est une fiction juridique qui vient de la France, d'ailleurs. C'est assez passionnant, c'est nous qui l'avons un peu développé. Vous allez nous le raconter tout à l'heure quand on va aborder ça. À partir de là, oui, alors, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, plusieurs milliers, quelle forme ça prendra exactement, combien, et puis ensuite, il va falloir les renvoyer, éventuellement, s'ils ne sont pas éligibles, entre guillemets, à l'asile. Il faudra, ça sera à charge de l'Italie. Donc, je pense que c'est un peu plus symbolique que réellement une solution efficace. C'est une manière de marquer le coup et en effet d'accélérer la mise à l'agenda de l'Union européenne de ces sujets-là. Et de sujets et de propositions, de pistes qui étaient portées par les partis d'extrême droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, l'espèce de fiction de l'Union européenne, c'est que les frontières intérieures n'existent pas, avec tous les guillemets que ça nécessite. On peut bien sûr les réactiver ponctuellement et ensuite tous les 6 mois. Et donc ce sont les frontières extérieures. Et ce
sont ces pays d'entrée que sont essentiellement l'Espagne, en ce moment on le voit avec la poussée importante aux Canaries, la Grèce ou l'Italie, qui sont ces pays portes d'entrée et qui parlent, eux, de leurs frontières, justement des frontières extérieures de l'Union européenne, en disant, bon, certes, il y a une immigration régulière qui arrive, mais il y a aussi une immigration irrégulière. Une fois qu'ils sont rentrés, on a du mal à les éloigner. Donc, en effet, il faut des solutions plus drastiques. Alors moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on a quand même une forme de convergence de ces gouvernements sur les questions migratoires et sur le traitement de ces questions migratoires avec des solutions. Et puis en même temps, tout le monde donne l'impression de jouer un peu solo. On en parlait tout à l'heure. L'Allemagne a décidé de rétablir de façon unilatérale le contrôle à ses frontières. Il y a 5 jours, c'est le Premier ministre polonais Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, qui déclarait vouloir carrément lui s'affranchir des règles européennes sur les demandes d'asile. Regardez. Si par exemple je dis tout haut qu'il faut suspendre partiellement le droit d'asile pour les migrants qui entrent illégalement chez nous, et je demanderai la reconnaissance de cette décision en Europe, c'est parce que nous savons très bien comment Vladimir Poutine, le dirigeant bélarusse, les passeurs et trafiquants d'êtres humains l'utilisent. La manière dont ce droit d'asile est utilisé va exactement à l'encontre de l'essence du droit d'asile. Alors on le voit, chacun est animé par des convictions qui, là, ça peut être géographique, c'est-à-dire c'est la situation géographique de la Pologne et la présence évidemment de la Russie juste à côté. Est-ce qu'Ursula von der Leyen est obligée de suivre le mouvement d'une certaine façon Alors non, parce qu'en fait, on voit bien que ce qui se passe en Pologne, c'est une instrumentalisation des migrants par la Biélorussie, via la Biélorussie. On est dans une guerre hybride qui est absolument horrible. Enfin, on se sert des humains et de leur parcours de vie d'exil absolument atroce. Voilà. Mais les Grecs, vous direz que les Turcs faisaient la même chose avec les réfugiés syriens à une époque. C'est ça, mais là, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et on attend de la présidente de la Commission européenne qu'elle prenne du recul par rapport à 2 sujets qui sont centraux dans notre histoire. Le premier, c'est justement que l'Europe est un continent qui a connu l'asile au sens où on a voulu quitter l'Europe. Il y a eu des famines, il y a eu des pogroms. On a une histoire très proche avec l'idée de l'exil et de l'asile. C'est un enjeu civilisationnel dans les valeurs de l'Europe qui sont inscrites quand même dans le traité de Lisbonne. On a aussi une approche par les droits qui est extrêmement importante. L'état de droit, c'est pas une référence creuse. On a des traités internationaux, les conventions de Genève qui fixent ce que c'est qu'un réfugié. Alors, ce qui est bien sûr légitime, c'est de dire qu'il y a des frontières et il faut lutter contre l'immigration illégale qui vient essayer de profiter de la demande d'asile pour pouvoir s'installer alors qu'elle n'en relève pas. Ça, c'est de la gestion de la frontière, c'est tout à fait légitime. Mais n'oublions pas que l'asile, c'est central dans notre droit, dans le droit international humanitaire, dans le droit international des droits de l'homme, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que cette approche par les droits, elle doit toujours primer, c'est la primauté du droit, c'est comme ça qu'on est conçu. Et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est une approche soit caritative, il faut être humain avec ces personnes, c'est pas ça qu'on demande, c'est pas de l'humanité, c'est du respect des droits des personnes et des droits fondamentaux, ou alors il faut avoir une logique policière, ultra-policière, de fermeté, de mise au banc, d'exonération de toute responsabilité des militaires ou des gardes frontières en Pologne qui commettraient des exactions sur les migrants. Ça, c'est insupportable et je pense que le rôle de von der Leyen, c'est de rappeler justement cette ligne de partage. Alors, avant d'étudier les principales pistes de réforme ou les propositions qui sont sur la table, on va accueillir notre journaliste Fanny Veil, d'abord pour faire un point sur l'existant et notamment, j'en parlais tout à l'heure, sur ce fameux pacte asile et migration qui a été adopté il y a 5 mois seulement. Qu'est-ce qui contenait précisément ce pacte, Fanny ? Eh bien, il prévoit un renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne. Concrètement, les migrants illégaux seront filtrés avant leur entrée sur le territoire de l'UE, seront contrôlés leur identité, leur santé, les éventuels risques pour la sécurité européenne et disons aussi que leurs empreintes digitales seront enregistrées. Le but de ce filtrage, c'est de déterminer quels migrants sont éligibles au droit d'asile et d'accélérer le traitement de leurs demandes. L'UE a prévu pour cela d'installer de nombreux nouveaux centres de rétention près de ses frontières extérieures et dans les aéroports pour un total minimum de 30 000 places.
Et que prévoit le pacte une fois que ces migrants sont entrés sur le territoire européen? Eh bien, il instaure plus de solidarité entre les différents États membres. Le système dit Dublin continuera à s'appliquer, c'est-à-dire que les premiers pays d'entrée d'un migrant seront toujours le pays en l'occurrence, qui traite cette demande d'asile. Mais pour soulager les pays du Sud, qui doivent gérer donc une grande partie de ces demandes, eh bien, le pacte prévoit que les autres États membres contribuent à leur effort. Alors comment? Eh bien, soit en accueillant les demandeurs d'asile eux-mêmes par le biais de relocalisation, soit en payant une contribution financière de 20 000 € par demandeur d'asile rejeté. Une aide financière qui sera ensuite versée dans une réserve de solidarité dans lesquelles ces pays sous pression migratoire pourront aller puiser. Troisième option, c'est l'envoi de renforts humains ou d'aides matérielles. Le pacte prévoit qu'au moins 30 000 migrants soient relocalisés chaque année dans un autre pays que celui par lequel ils sont entrés dans l'Union. C'est 6% seulement du total des demandes d'asile déposées dans l'Union européenne l'année dernière. Puis précisons que toutes ces règles pourront être durcies en cas d'arrivée massive de migrants en Europe, comme ça a été le cas l'an dernier à Lampedusa. Et alors, quand doit-il entrer en vigueur, ce pacte? Eh bien, en 2026, le temps que tous les États membres présentent un plan d'action national pour appliquer ce pacte européen. Bruxelles leur a donné jusqu'au 12 décembre de cette année pour préparer ce plan. Mais certains critiquent déjà le pacte, la Pologne, vous l'avez entendu il y a quelques instants, mais aussi la République tchèque. Le pacte sur l'immigration est insuffisant. Il y a encore des pays qui entravent une politique efficace de lutte contre l'immigration, bien que nous sachions que l'immigration clandestine nuit à la stabilité de notre société et qu'elle constitue également une menace pour la sécurité de l'Europe et que ce qui a été fait jusqu'à présent n'est tout simplement pas suffisant. Aux Pays-Bas, la coalition au pouvoir, qui est dominée par la droite nationaliste, veut aller encore plus loin. Elle veut se retirer du pacte européen pour appliquer des règles plus dures. Merci beaucoup Fanny, et tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission. Rachel Binas, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pacte? Il n'a pas encore été appliqué, qu'il est déjà critiqué et les gens veulent s'en affranchir. Alors il était critiqué avant qu'on l'adopte parce que les pays, notamment Pologne, République tchèque, donnaient du fil à retordre dans les négociations. Il faut savoir que ce pacte est le fruit d'années de négociations entre les États membres. Alors certes, on peut juger qu'il ne va peut-être pas assez loin. Des années pour le négocier, des mois, voire des années pour le voter et des années pour le mettre en place. Des années pour le mettre en place parce qu'il y a des choses sur lesquelles on l'a dit, la construction de ce qu'on appelle là des centres de rétention, ça prend du temps. Ça ne sera pas avant, certainement. Pour le moment, on table sur mai 2026. Mais en effet, il y a une pression peut-être du réel qui est forte. Au large de l'Espagne, encore une fois, les Canaries, la situation est extrêmement préoccupante. Ce sont des départs qui sont faits de plus en plus au sud, avec des routes qui sont extrêmement dangereuses. On a cette pression-là et des pays qui, de manière peut-être intéressée politiquement, parfois pour correspondre à une demande de la population, parfois aussi parce que leurs propres structures d'accueil arrivent à bout, notamment les questions d'hébergement qui sont centrales dans la plupart des pays européens, en effet se saisissent et puis décident de jouer cavalier seul. Mais de toute façon, le délai de 2 ans, c'est pas simplement, il ne faut pas y voir une espèce de manœuvre de l'Union européenne, c'est qu'il y a des délais incompressibles dans la mise en œuvre de ce pacte qui va très loin en termes de notamment traitement de demande d'asile. Notons une chose, il y a un angle mort. Et ça, je pense que ça explique en partie ce qu'il se passe aujourd'hui dans les pays. C'est que on a vu ce pacte est assez clair sur l'accueil, la mise en œuvre, la répartition, mais pas sur le retour. C'est un peu l'angle mort. Alors, on va y venir parce que justement, les Européens en discutent. Alors, un des premiers sujets sur la table, on en parlait tout à l'heure, c'est l'externalisation du traitement des demandes d'asile, comme vient de le faire la première ministre, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Francis Brochet, vous nous en rappelez le principe et l'idée? Alors l'externalisation, j'allais dire, c'est la renationalisation du problème. C'est chaque pays traite ses propres migrants. Et c'est la tendance lourde qu'on voit. Donc l'idée, c'est de négocier avec un pays, l'Albanie en l'occurrence. L'Italie a négocié avec l'Albanie, avec laquelle elle a des liens historiques. Et l'Albanie accueille donc des migrants, en l'occurrence il y en avait 16, le premier bateau, il y avait 16 migrants venus de Syrie. Mais dans 2 enclaves, on peut dire dans des enclaves, comme l'a dit ma consoeur, ça n'est plus l'Albanie, c'est une petite enclave sur laquelle règne, dit-on, la loi italienne. Mais en même temps, ils ne sont pas en Italie, donc ils n'ont pas exactement les mêmes garanties. On parle bien de ces migrants, notamment qu'on secourt dans ces bateaux en Méditerranée, qui veulent aller en Italie, qui sont
avant d'arriver sur les côtes italiennes, envoyés en Albanie, dans des camps de rétention, donc, où on va étudier leur dossier. En fait, si vous voulez, il y a cette idée de traiter les demandes hors de l'Union européenne peut prendre beaucoup de formes. Le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui avait aussi un projet avec le Rwanda. Vous voyez, alors cette fois-ci, c'était aussi pour les expulsions. Absolument. Mais là c'est en amont, j'allais dire. C'est toujours la même logique. C'est toujours la même logique. C'est une zone internationale. Voilà. En fait, on ne veut pas qu'ils rentrent en Europe. On veut traiter ce problème hors du territoire européen et, pour certains, hors d'un certain nombre de règles européennes. Pardon, j'ajoute une chose, parce que dans ce pacte migration, il y a une chose qui n'est pas du tout mise en œuvre, c'est la solidarité. Et je reviens sur le passage que vous avez montré avec Donald Tusk, qui est intéressant, effectivement, ancien président du Conseil européen, c'est qu'on a sur l'immigration ce qu'on a sur beaucoup d'autres sujets, c'est-à-dire moins d'Europe. Ça peut paraître paradoxal, mais tous les pays sont ensemble pour dire il faut faire quelque chose, mais chacun dit je vais le faire à ma manière. On le voit aussi sur le dossier de l'environnement, le fameux pacte vert. On est d'accord sur l'objectif, mais voilà, on est d'accord sur l'objectif, mais laissez-nous faire comme on veut. C'est un peu le drame de l'Europe. Et ça traduit la montée en Europe de forces qui sont moins pro-européennes, en particulier à droite, mais aussi à gauche. C'est une tendance lourde. On la voit à l'œuvre sur l'immigration. Je pense qu'on peut la voir à l'œuvre sur d'autres sujets. Moi, j'attends de la voir à l'œuvre sur l'euro, parce que là, ça fera vraiment très mal. Alors, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, elle est en tout cas assez fière de son coup. Regardez, écoutez-la en parler. L'Italie a montré le bon exemple en signant le protocole Italie-Albanie pour traiter les demandes d'asile sur le territoire albanais, mais sous la juridiction italienne et européenne. Les 2 centres prévus par le protocole sont désormais prêts et opérationnels. C'est une voie nouvelle, courageuse, inédite, mais qui reflète parfaitement l'esprit européen et qui est en règle pour être entreprise aussi par d'autres pays en dehors de l'UE. Alors Magali Lafourcade, Giorgia Meloni, elle dit les demandes d'asile sur le territoire albanais, mais sous juridiction italienne et européenne. Est-ce qu'elle a raison ? Je ne vois pas comment ce serait possible, mais on va voir tout ça de façon, à un moment donné, donner lieu à contentieux. Hein. C'est ça la règle de la prééminence du droit. Donc on verra bien, il y aura une juridiction, ce sera peut-être la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, ou tout simplement les cours suprêmes italiennes qui vont trancher cette question. Je ne vois pas tellement comment ça pourrait être conforme à notre cadre juridique. L'asile, il y a 2 grands sujets. C'est le droit inconditionnel à voir sa demande examinée in concreto au regard de sa situation de réfugié. Or là, en fait, on regarde in abstracto, donc pardon pour le... Non, mais il faut expliquer la différence. On regarde d'où viennent les gens et en gros, on traite de manière abstraite les situations pour... C'est-à-dire que leurs dossiers individuellement ne seront pas pris en cause de la même manière. On change de paradigme, alors que l'asile, c'est 2 choses. C'est d'abord le droit inconditionnel à pouvoir déposer sa demande et ensuite le droit à des conditions décentes pendant que la demande est examinée. Et ces territoires qui sont en dehors de l'Union européenne, non soumis à nos règles de droits fondamentaux, on peut se demander comment on pourrait avoir des conditions décentes. Et puis surtout, ça change le paradigme puisque dans le pacte asile et immigration, il y a l'idée de pourcentage. Si vous avez 20% de chance seulement d'avoir votre droit d'asile reconnu, votre statut de réfugié reconnu, alors vous pouvez avoir un examen très complet. Sinon, vous avez un examen rapide et il y a des procédures d'expulsion qui sont beaucoup plus rapides. Et donc ça, c'est très attentatoire, ça change le paradigme. Il y a un petit point sur l'Albanie, et c'est une question que je vous pose, que je trouve intéressante, c'est que l'Italie, en nouant cet accord, a donné beaucoup d'argent à l'Albanie pour cet accord. Je crois plus de 160 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et deuxième point, ce qui est intéressant, c'est de voir la relation que l'Albanie entretient avec l'Union européenne, parce que je crois que très récemment, même ces derniers jours, elle est rentrée dans un processus d'intégration dans l'Union européenne. Et donc, il y a là des tas d'éléments qui nous permettent de regarder les choses avec un intérêt accru. Alors, vous faisiez allusion à un problème juridique qui allait se poser avec des contentieux. Vous, Sophie, un problème économique d'une certaine façon, parce que tout ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas, Rachel, un problème, j'allais dire, philosophique ou éthique? C'est-à-dire quand l'humanité riche est dérangée par l'humanité pauvre, eh bien, elle décide de se débarrasser de l'humanité pauvre en la sous-traitant à d'autres pays pauvres, par exemple. Est-ce que philosophiquement, éthiquement, c'est pas ça qui se passe?
Alors, je ne reprendrai pas à mon compte vos mots. L'humanité riche, l'humanité pauvre. Je crois que justement, pour dépassionner le débat, il faut sortir. C'est rarement des riches qui viennent par bateau en Méditerranée. Disons qu'ils sont accueillis autrement. Mais ce n'est pas sous prétexte que les gens sont plus pauvres que, de facto, ils ont droit à un titre de séjour ou au statut de réfugié. Là, je pense qu'il faut faire attention et pas détourner justement au nom justement du droit d'asile qui est extrêmement important, on l'a dit, ou de la protection temporaire ensuite et de toutes les autres protections qui sont nées subsidiaires. C'est qu'il faut faire attention justement, tout ça répond à des critères. Et c'est pas simplement parce qu'une personne viendrait d'un pays plus pauvre que justement il faudrait que le pays plus riche l'accueille. Enfin là si vous voulez, enfin, pourquoi pas, hein, mais c'est une vision qui... Mais non, je comprends très bien ce que vous dites, mais globalement, si on regarde les grandes masses, c'est un peu quand même l'humanité pauvre qui vient dans les pays plus riches. Donc, alors c'est pour des raisons d'asile, ça c'est très encadré l'asile. Mais globalement, les mouvements migratoires, il y a des raisons économiques aussi. Bien sûr. Alors, soit on dit, enfin, c'est la formule de Didier Esquis, l'auteur de Le Grand Dérangement, le directeur de l'OFI. C'est la projection, à ce moment-là, en fait, nos mouvements migratoires, c'est la projection du chaos du monde. Et en effet, c'est le problème, en tout cas qui se pose aujourd'hui, c'est comment être à la hauteur de ce qui arrive chez nous et qu'est-ce que l'on peut, parce que c'est ça le politique. Le politique, c'est qu'est-ce que l'on peut concrètement et être à la hauteur pour ne pas non plus s'engager au nom d'un humanitaire, c'est avoir les moyens aussi de son accueil. C'est est-ce qu'on peut et si on ne peut pas, ne pas promettre non plus. Parce qu'ensuite, ce sont des parcours d'errance qui sont absolument terribles. Ce sont des gens dublinés, enfin sans rentrer dans des détails, mais qui errent de pays en pays et des pays qui sont incapables de les prendre en charge parce que sur le plan du logement, sur le plan de la santé, sur le plan de voilà de un tas de sujets, eh bien c'est très difficile de leur apporter quelque chose. Donc je pense qu'il faut dépassionner le débat et ne pas non plus, parce que c'est une vision quand même quasi néocolonialiste ou paternaliste, penser que de toute façon le seul avenir pour les pays du Sud serait les pays du Nord. C'est quand même assez particulier comme vision. Peut-être qu'aussi on peut penser que... Non, c'est pas un prétexte que je mais parce qu'on l'entend chez certains associés. L'avenir peut être aussi possible ailleurs pour ces pays sans vous contredire, mais il y a du néocolonialisme aussi dans le rejet des demandeurs d'asile ou des migrants, quand l'Italie les renvoie en Tunisie, quand l'Espagne les renvoie au Maroc, de voir aussi quand même cela, souvent donc avec des pays avec lesquels ils avaient des liens historiques. Bon, la France et l'Algérie, je pense que ça ne marchera pas dans la période actuelle. Pas tout à fait mais voilà, donc il y a aussi du néocolonialisme dans cette attitude. Juste Francis Brochet, est-ce que l'exemple italien peut faire des petits je crois qu'en mai, il y a une quinzaine de pays derrière, emmenés par le Danemark d'ailleurs, qui ont demandé sur cette question de l'examen des demandes d'asile qu'on joue la carte de l'externalisation. Est-ce qu'ils en ont parlé au Conseil européen aujourd'hui ? Alors, ils vont... aujourd'hui, au Conseil européen, c'est assez étonnant. Là, j'ai grâce à... Il faut que je le dise, grâce aux confrères de Politico, j'ai les conclusions... Politico, la meilleure newsletter politique de la place. Très bien informé. Les conclusions provisoires. Elles sont d'autant plus provisoires que, vous voyez, ça fait beaucoup de pages. Et il y a 2 pages qui sont consacrées à l'immigration. Et elles sont entre parenthèses. Vous voyez, c'est marqué, c'est en anglais, je suis désolé, les brouillons sont toujours en anglais. Il y a marqué migration, puis il y a une parenthèse qui commence là, qui finit là. Parce qu'en fait, on ne sait pas si les 27 vont se mettre d'accord sur un minimum de texte. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces 15 pays, ils avaient écrit une lettre sous l'égide du Danemark pour dire c'est ce qu'on veut faire, au fond. Et puis, il y a même eu une réunion avant le Conseil pour faire un peu pression autour de Mme Meloni. Et vous avez raison de citer Mme Meloni. Elle est clairement en train de prendre un leadership, pas le leadership, ça dépend des questions, mais un leadership en Europe sur un vide. Le vide, c'est la France et l'Allemagne. Alors, autre sujet sur la table, une fois qu'on aurait externalisé les demandes d'asile, si on suit cet exemple-là, il y a des gouvernements qui veulent aller plus loin et qui veulent faciliter les expulsions de migrants en situation irrégulière, là aussi en les renvoyant dans des pays dits tiers. C'est ce que propose, par exemple, Ursula von der Leyen elle-même. Dans sa lettre lundi soir, elle a dit que moins de 20% des décisions d'expulsion sont suivies d'effets sur l'Union européenne et qu'on pouvait peut-être imaginer des systèmes de hub. On va y venir. D'abord, je voudrais comprendre pourquoi 20% seulement des décisions d'expulsion sont suivies d'effets, Magali Lafourcade. C'est là où on voit à quel point la question migratoire est une politique à chaque fois très interministérielle. Les États, et donc qui traversent complètement l'Europe, on ne peut pas, sans une diplomatie
réussi sans avoir une approche de gouvernance avec les sociétés d'origine, les sociétés d'accueil et les migrants eux-mêmes. Il faut absolument voir ces trois acteurs ensemble. Or, aujourd'hui, c'est absolument absent du débat public, cette idée de gouvernance autour de ces trois acteurs. On ne peut pas renvoyer des gens quand il n'y a pas de laissez-passer consulaire. Autrement dit, quand les pays d'origine ne veulent pas les accueillir. Alors, il peut y avoir des raisons liées à la guerre. Moi, j'étais très choquée que l'Allemagne renvoie des Afghans. Vous imaginez si nous, on renvoyait des femmes afghanes, ou des Syriens. Ensuite, il y a des questions liées au fait qu'on peut avoir des mesures d'éloignement comme en France qui sont distribuées à tour de bras sans examen véritable des situations. Donc, il y a des gens qui sont inexpulsables. Par exemple, les étrangers parents d'enfants en France, français, qui sont scolarisés, etc. On ne pourra pas les expulser. Donc, ça ne sert à rien de les fragiliser, les précariser, alors qu'ils sont inexpulsables. Et puis, il y a aussi tous les pays qui nous refusent de récupérer leurs nationaux. Et ça, c'est un problème diplomatique. Et c'est pour ça qu'il faut travailler étroitement avec les sociétés, les États et les sociétés d'origine. Et on ne le fait pas assez. Et même entre les États membres, parce qu'Ursula von der Leyen a dit qu'il faudrait aussi une reconnaissance mutuelle des décisions prises par tel ou tel État membre. Et pour s'assurer que les migrants, dit-elle, objet d'une décision de retour dans un pays, puissent pas aller utiliser les lacunes du système pour éviter ce retour ailleurs. C'est le cas aujourd'hui, Francis Blanchet ? Oui, clairement, il y a Quand on est visé par une mesure d'expulsion dans un pays de l'Union et qu'on est migrant... Ma consoeur a parlé des Dublinés, ces migrants qui passent d'un pays à l'autre et reposent une demande d'asile dans chaque pays. Ça peut marcher parce que la communication entre les systèmes juridiques, policiers est vraiment pas excellente. Mais après, il y a des conceptions différentes. L'exemple afghan est intéressant parce que Olaf Scholz, il est allé récemment en Asie centrale, en Ouzbékistan en particulier, pour proposer à des jeunes Ouzbeks de venir travailler en Allemagne. Mais dans le même temps, il avait une autre demande, c'est que l'Allemagne n'a pas de rapport diplomatique avec l'Afghanistan. Et il a demandé à l'Ouzbékistan de l'aider à renvoyer, je crois, 13 000 ou 19 000 Afghans en Afghanistan. Et puis, dans cette idée des pays sûrs, vous avez une déclaration absolument sidérante aujourd'hui du Premier ministre autrichien, qui est quelqu'un de centre-droit, du PPE, qui a expliqué qu'après tout, la Syrie, c'est un pays sûr. Si on compare au Liban, c'est un pays sûr. Alors, on rappelle qu'un pays stable et sûr, en gros, un pays stable, c'est pas un pays où il n'y a pas un conflit, par exemple, il n'y a pas une guerre, et puis un pays sûr, c'est un pays où les droits fondamentaux sont respectés. Juste, il y en a un à qui tout ça donne quand même pas mal d'idées, que tous ces exemples inspirent, c'est Bruno Retailleau. Il était jeudi dernier avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, chargé évidemment de la politique migratoire. Il était jeudi dernier avec ses homologues à Luxembourg. Regardez. On est en train de converger encore beaucoup plus entre l'ensemble des États membres pour qu'on puisse répondre aux souhaits de nos peuples qui veulent être protégés des chocs migratoires. C'est la raison pour laquelle je suis ici, notamment ce matin, avec cette volonté politique de coopérer dans le cadre européen, parce que je pense que seul le cadre européen est à même de nous fournir les bonnes solutions, les bonnes protections, si on veut avoir ces réponses. Dites donc, Sophie, il a fait sa mue européenne, Bruno Retailleau ? Eh bien, écoutez, absolument, Mathieu. En fait, Bruno Retailleau, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté au feu ses oripeaux souverainistes, on se souvient de son passé, pour revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire le costume de Bruxelles, mais avec un tailleur un peu nouveau. Il a fait donc sa mue européenne, suivant en cela le mouvement initié par Viktor Orban, mais aussi Giorgia Meloni, l'italienne. Ce dernier, en l'occurrence, Viktor Orban, avait choisi comme devise de la présidence tournante du Conseil « Make Europe Great Again ». Vous m'excuserez pour l'accent. Oui, à quoi ça fait penser quand même. Absolument. Et il l'avait... Le slogan américain de Donald Trump, « Make America Great Again ». Et comme l'explique Pascal Lamy, l'ancien commissaire européen, dans un entretien passionnant qu'il avait offert au Grand Continent, qui est une revue en ligne avant l'été, et c'est la fin du souverainisme à la papa, c'est-à-dire le souverainisme qui disait « à bas l'Europe et vive la nation », et l'expression désormais d'une volonté de participer au pouvoir en Europe. Et c'est particulièrement notable dans le domaine de l'immigration. Absolument, Mathieu, c'est le plus visible, le plus étonnant, le plus évident donc. Et la nouvelle loi immigration que souhaite Bruno Retailleau est à mesurer à l'aune de ce mouvement européen influencé par plusieurs pays, donc l'Italie, la Hongrie bien sûr, mais aussi l'Autriche, l'Allemagne, poussé par les résultats de l'extrême droite, la Suède aussi. Et en fait, Bruno Retailleau donc regarde avec attention l'accord noué entre l'Italie et l'Albanie, en tout cas pour voir s'il pourrait y avoir, si ça fonctionnerait,
démarrer ces migrants recueillis donc dans les eaux internationales avant qu'ils n'arrivent sur le sol européen. Il va même développer cette idée ou, disons, prendre pour lui-même, prendre à son compte. Ils sont tous en train de chercher en Europe les bonnes idées, et lui aussi. Et il va chercher ce que nous apprend le quotidien L'Opinion ce jeudi, qu'il pourrait chercher à nouer donc un accord entre la France, entre des pays comme l'Irak et le Kazakhstan et même l'Égypte pour y renvoyer des étrangers, parce que lui ne souhaiterait pas les renvoyer directement en Afghanistan ou en Syrie, qui ne sont pas des pays sûrs. Une chose est certaine, c'est que a priori Bruno Retailleau peut en tout cas s'appuyer sur une partie de l'opinion. C'est ce que nous dit en tout cas un sondage du Figaro publié ce jeudi au Doxa, puisque selon ce sondage, 71% même des Français jugeraient cette nouvelle loi immigration nécessaire, et 57% la jugent d'ores et déjà efficace. Alors on approche déjà de la fin de ce débat, hélas. Je voudrais une question, Rachel Binas, pour essayer de comprendre. Vous vous souvenez, les Britanniques, enfin le Royaume-Uni, avait négocié un accord avec le Rwanda pour expulser en gros les clandestins, les sans-papiers dont les pays d'origine ne voulaient pas. Et puis ils l'ont abandonné. Pourquoi ? Ça n'a jamais marché ? Non, enfin, la Cour suprême. Enfin, il y a eu des problèmes en matière de droit, en fait. Ça n'a pas passé le cap de leur Cour suprême. D'accord. Le prochain gros chantier, c'est la fameuse directive retour. Elle date de 2008. Alors, elle encadrait justement les expulsions des sans-papiers, des demandeurs d'asile déboutés. À l'époque, elle était vue par certaines associations comme un texte liberticide. Aujourd'hui, il faut la remettre en cause, cette directive retour ? Alors, on va voir, elle va sûrement l'être, puisqu'en ce moment, il y a une grande instabilité qui nuit à l'efficacité d'ensemble aussi. Donc, on n'attend pas que, vous l'avez dit vous-même, que le pacte asile-immigration soit entré en vigueur. On n'attend pas que la loi asile-immigration, qui a complètement explosé le bloc central en France, soit entré en vigueur, puisque donc tous les décrets d'application... On parle déjà d'une nouvelle loi immigration. Tous les décrets d'application n'ont pas été pris. C'est les 2 tiers, l'équivalent des 2 tiers. La Cour des comptes, en janvier 2024, a expliqué qu'en 10 ans, il y avait eu 133 modifications du cadre législatif français en matière de lutte contre l'immigration. Donc on est dans une instabilité qui nuit aux capacités des préfectures, des services de police, etc., et qui nous amène à des catastrophes comme la jeune Philippine. Donc tout ça, au lieu de regarder, de poser le bon diagnostic sur le fait qu'on fait vraiment n'importe quoi en la matière, et donc aussi de mettre les moyens là où il faut, de mettre des priorités, on est dans une absence de vision globale. On est donc au niveau français, qui a été dénoncé par la Cour des comptes, et au niveau européen. Et au niveau européen, on est dans une absence de gouvernance parce qu'on est dans des visées électoralistes. Juste, Donald Tusk, il a des élections présidentielles en janvier 25, et il y a le PiS, le parti Justice donc le PiS, voilà, Droit et Justice. Droit et Justice, merci, qui le talonne, et donc il y a des enjeux qui sont évidents. Francis Brochet, pour finir, cette directive retour de 2008, ça va être le gros chantier à venir en Europe ? Ça va être un des chantiers, mais à l'évidence, l'immigration, elle va rester en tête de liste en Europe et en France. Et moi, ce que je retiens, si on peut faire un tout petit crochet sur la France, de ce que dit Bruno Retailleau. Vous avez remarqué, aujourd'hui, il y a 2 dirigeants français à Bruxelles. Il y a évidemment Emmanuel Macron, mais il y a aussi Michel Barnier. Et je pense que Michel Barnier... Qui était en visite au sein du Parti populaire européen. Qui allait voir le PPE, donc qui est le plus grand parti européen, qui a le plus de monde autour de la table du Conseil européen, où Emmanuel Macron doit se sentir un petit peu isolé comme libéral. Moi, je suis convaincu qu'on n'est pas au bout de l'histoire de cette cohabitation qui ne dit pas son nom. Sur l'immigration, elle aura lieu, la confrontation des thèses de Michel Barnier, Bruno Retailleau, ils ne sont pas très éloignés, et Emmanuel Macron. Eh bien, merci à tous les 3. C'est déjà la fin de ce débat. Merci d'y avoir participé.